Ce mois-ci, je vous propose de parcourir rapidement 4 études parues récemment ou à paraître dans des revues scientifiques de premier plan et abordant le thème de l'innovation et de la finance. Les 4 questions sont respectivement, et certaines peuvent apparaître d'ailleurs dérangeantes, comme la première, 1. L'appartenance religieuse comme facteur de tolérance face au jeu a-t-elle une influence sur le comportement des actionnaires en matière de financement des innovations? 2. Le succès des entreprises innovantes tient-il principalement aux capacités visionnaires des dirigeants? Ou encore, faut-il les Steve Jobs pour réussir? 3. La cotation en bourse favorise-t-elle l'innovation en la finançant mieux? Ou la freine-t-elle en exacerbant les pressions à court terme exercées par les acteurs du marché? Enfin, 4. Les sociétés innovantes cotées offrent-elles des performances boursières exceptionnelles? Passons, si vous le voulez bien maintenant, au premier article. Être innovant, c'est accepter le risque. Forte probabilité de perte, mais aussi perspective de gain élevée. Dans une étude publiée par le Journal of Corporate Finance, Adhikari et Agrawal se demandent si des entreprises situées dans des régions où le goût pour le jeu est plus prononcé ont tendance à être plus innovantes parce que leurs actionnaires et leurs dirigeants ont moins de réticence face aux risques extrêmes. Cette étude porte sur le cas des États-Unis d'Amérique entre 1980 et 2006. L'échantillon est composé de 3 934 entreprises figurant dans les bases Compustat et CRSP, à l'exclusion des firmes financières. Il couvre 566 comtés différents et contient 32 424 observations. La principale mesure utilisée pour rendre compte de l'inclination locale pour le jeu est le ratio nombre de catholiques sur nombre de protestants dans le comté. Elle tient compte de l'aversion très forte chez les protestants pour toutes les formes de jeu et a déjà été utilisée dans de nombreuses études empiriques. Les données proviennent des recensements réalisés en 1980, 1990, 2000 et 2010, mis à disposition par l'American Region Data Archive. À titre de robustesse, d'autres mesures, fondées sur l'importance relative des loteries dans chaque État, ont été utilisées. Pour mesurer l'intensité des activités d'innovation des entreprises, les auteurs prennent en compte à la fois les inputs, dépenses en R&D, et les outputs, nombre de brevets et qualité de ces brevets, appréciés à travers les nombres de citations. Les modèles de régression en données de panel estiment la relation entre l'une des mesures d'innovation et l'une des mesures d'inclination pour le jeu. Des variables de contrôle par firme et par comté, des effets fixes par année et secteur sont par ailleurs introduits. Adhikari et Agrawal mettent ainsi en évidence que ce sont dans les comtés à plus forte tolérance pour le jeu, plus catholiques que protestants, que les entreprises dépensent le plus en R&D et obtiennent le plus de brevets et de citations. Il suggère par ailleurs une explication de ce lien. De fortes dépenses en R&D sont associées à des profils de rentabilité des actions plus proches de ceux de billets de loterie, forte volatilité et surtout forte asymétrie, c'est-à-dire probabilité élevée de perte, mais opportunité de gain très élevée. Aussi, ces profils de rentabilité d'actions sont-ils appréciés par les investisseurs locaux lorsque la culture du comté n'est pas hostile au jeu? Le fait que les effets soient plus marqués pour les firmes très innovantes à actionnariat local et à management plus enclin au jeu soutient cette hypothèse.
Enfin, les auteurs ont mis en évidence des effets positifs de cette plus grande tolérance locale au jeu sur la croissance et la valorisation de ces firmes. Dans une étude publiée dans le Journal of Corporate Finance, Cho, Alford, Zhu et Ng s'intéressent au poids respectif des caractéristiques des dirigeants et des firmes pour expliquer leur succès en matière d'innovation. Ils défendent la thèse que, contrairement à une idée reçue, les innovations sont moins le fruit de capacités visionnaires des dirigeants que de caractéristiques propres aux firmes comme la culture d'entreprise, son environnement géographique ou sa propre dynamique. L'échantillon mobilisé pour cette étude porte sur le cas des États-Unis entre 1992 et 2006. Il contient 75 491 observations, concerne 20 116 cadres dirigeants différents et 2083 firmes. Pour mesurer l'intensité des activités d'innovation des entreprises, les auteurs prennent en compte à la fois les nombres de brevets et la qualité de ces brevets, appréciés à travers les nombres de citations. Les mesures sont corrigées des moyennes sectorielles. Les dirigeants retenus sont ceux figurant au sein de la base ExecuComp. Remarquons que la mobilité constatée dans l'échantillon est de même nature que celle apparaissant dans des études similaires. Pour 4,68% d'entre eux, la mobilité a pu être tracée au sein de l'échantillon. 50,84% des firmes n'ont pas connu de changement de dirigeant. Les auteurs utilisent plusieurs méthodes de test, dont principalement celle dite AKM, pratiquée par Abod, Kramatz et Margolis dans un article paru dans Econometrica sur les salaires, fonction des caractéristiques des firmes et des employés. La méthode permet de dissocier les effets fixes firmes des effets fixes managers, même quand le nombre de changements est faible. La seule contrainte est que chaque firme dans l'échantillon connaisse au moins un changement. Le principe est, dans un premier temps, de retrancher l'effet moyen par manager, puis d'estimer la régression. Dans un deuxième temps, les effets fixes managers sont calculés à partir du modèle estimé. Cho, Alford, Zhu et Ng mettent ainsi en évidence que les caractéristiques des firmes sont plus importantes que celles des managers pour expliquer les différences de productivité en matière d'innovation. Des tests complémentaires portant sur des échantillons réduits où la cause de départ du dirigeant a pu être identifiée, décès ou départ d'un dirigeant chassé par un concurrent, montrent qu'il n'y a pas ensuite de différence notable dans les performances en matière d'innovation. On aurait pu penser que le deuxième cas était beaucoup plus défavorable. Ainsi, investir en bourse en fonction du charisme du dirigeant n'est pas le meilleur moyen de booster une performance. Les effets Steve Jobs sont peut-être très surévalués. Dans une étude à venir dans le Journal of Financial Economics, Acharya et Zhu montrent que pour les entreprises fortement consommatrices de cash et donc dépendantes financièrement, la cotation en bourse exerce plus d'effets favorables au développement de l'innovation, contraintes financières desserrées, que d'effets défavorables, incitation des dirigeants au court-termisme ou obligation de divulguer des informations sensibles. En revanche, ce n'est pas le cas pour les entreprises moins contraintes financièrement. L'échantillon de l'étude porte sur 8 863 firmes américaines cotées et 2 392 firmes américaines non cotées. La période d'étude couvre les années 1994 à 2004. Pour mesurer l'intensité des activités d'innovation des entreprises, les auteurs prennent en compte à la fois les nombres de brevets et la qualité de ces brevets, appréciés à travers les nombres de citations. Ces derniers
sont aussi utilisés pour construire des mesures d'originalité, diversité des brevets cités par le brevet en question, et de généralité, diversité des brevets citant le dit brevet. Pour caractériser l'intensité de la dépendance au financement externe, les auteurs calculent chaque année, pour chaque secteur, la médiane de la part des investissements non autofinancés. Ils prennent ensuite comme mesure caractéristique du secteur la médiane des médianes sur la période considérée. L'étude est effectuée au niveau de la classification SIC 2 digits. Chacune des 5 mesures d'innovation fait l'objet d'une étude en panel. La variable indépendante est pub, qui vaut 1 si l'entreprise est cotée, et surtout la variable d'interaction avec la mesure de dépendance au financement externe. Un vecteur de variables de contrôle et leurs interactions sont introduits. Enfin, la procédure d'Ekman est utilisée pour tenir compte du fait que la décision d'être coté n'est pas aléatoire. L'étude contient de nombreux tests de robustesse que nous ne commenterons pas ici par parcimonie. Acharya et Chu montrent ainsi que les firmes américaines qui n'arrivent pas à autofinancer leur croissance tirent avantage de leur cotation en bourse pour desserrer leurs contraintes financières. Elles peuvent consacrer des sommes plus importantes que les entreprises non cotées à la recherche et développement. Les désavantages potentiels d'une cotation: pression court-termiste des analystes, divulgation d'informations sensibles, ne sont donc pas déterminants dans ces cas. Cet assouplissement des contraintes financières n'a pas que des conséquences quantitatives. Elle permet aussi une recherche de plus grande qualité. Ainsi, la qualité des brevets, à travers leur originalité et leur généralité, s'en trouve améliorée. Mais ces résultats ne valent pas pour les entreprises qui n'ont pas besoin de recourir au financement externe. Dans ce cas, les entreprises cotées n'innovent pas plus que celles non cotées. Il existe tout un courant de la littérature financière qui montre que, toutes choses étant égales par ailleurs, les entreprises les plus innovantes offrent les profils de rentabilité en bourse les plus risqués et donc les mieux rémunérés. Dans une étude publiée dans le Journal of Financial Economics, Gu montre que ce phénomène touche essentiellement les firmes opérant dans des secteurs fortement concurrentiels. Dans ces cas, le risque est de voir un concurrent faire déboucher sa recherche avant celle déjà engagée par l'entreprise. Cette dernière ne peut que se résoudre à abandonner son projet. Les risques sont donc particulièrement accrus, ce qui justifie un premium sur le marché boursier. L'échantillon de cette étude porte sur les firmes américaines cotées au New York Stock Exchange, l'American Stock Exchange et le Nasdaq, à l'exclusion de celles appartenant au secteur Utilities et Financials. La période d'étude couvre les années allant de 1963 à 2013. Pour distinguer les entreprises fortement innovatrices des autres, l'auteur utilise le ratio dépenses en recherche et développement sur capitalisation boursière, market equities. Pour éviter que la classification soit biaisée par de nombreuses petites firmes souvent très innovantes, il fixe les bornes des 3 catégories, soit à partir de la population des seules firmes cotées au New York Stock Exchange, soit à partir des mêmes, mais en excluant le décile inférieur à 20. Ces bornes sont ensuite appliquées à l'ensemble des firmes cotées au New York Stock Exchange, à l'Amex ou au Nasdaq. On distingue 3 types de secteurs selon leur degré de concentration, faible, moyen, fort, à partir d'indices d'Herfindahl-Hirschman calculés au niveau des secteurs SIC 3 digits et des ventes disponibles sur la base Compustat. À titre de robustesse, l'étude est répliquée
en utilisant les indices mis au point par Roberg et Phillips en 2010. Les résultats ne sont pas modifiés pour autant. Gu construit sur la période 9 portefeuilles, rebalancés annuellement en combinant les 3 catégories d'innovation et les 3 catégories de concentration. Il calcule pour chacun les rendements anormaux mensuels à l'aide de 3 modèles de référence, celui de Fama French à 5 facteurs, celui de Carhart à 4 facteurs et celui de Hu Chu Chang dit Q-facteur. Les 3 modèles donnent des résultats concordants. Gu montre que les entreprises américaines les plus engagées dans l'innovation offrent à leurs actionnaires une prime de rémunération dans les seuls secteurs exposés à la concurrence. De même, lorsqu'on part de la distinction entre firmes opérant dans des secteurs concentrés ou non, la prime n'apparaît significative que pour les firmes innovantes. Il s'agit donc d'un effet d'interaction entre ces 2 dimensions. Cet effet ne s'explique pas par la présence de contraintes financières que subirait une partie des firmes de cet échantillon. Au total, ces résultats supportent l'hypothèse suggérée par la théorie, à savoir que dans des secteurs très concurrentiels, le risque de voir l'option d'abandon des projets d'innovation est accru dès qu'un concurrent réussit à obtenir le premier un résultat et à capter tout l'avantage de l'innovation. La course est ici plus cruelle. Enfin, comme il est raisonnable en finance de le penser. Une rémunération anormale n'est alors que la juste compensation d'un risque supplémentaire.